Donc on repart, continuons avec cette histoire d'énergie. Donc je vous le disais, Christian Gaulier, sans doute le meilleur économiste, on peut dire. Est-ce qu'il a signé le truc avec les 28 prix Nobel, etc. Il n'est pas dans la commission parce que c'est quasiment que des prix Nobel quand même. Mais il l'aura. Pas encore. Donc, voilà. Il l'aura, Christian Gaulier. Tirol Doyet, non ? Tirol est le président de la commission avec Olivier Blanchard. Et Tirol est le patron de l'école d'économie de Toulouse, où Christian Gaulier travaille. Donc on va voir le petit tweet qui m'a informé de ce que Wilfried savait évidemment, François-Xavier savait évidemment. Donc il y a eu un crack sur le... Tu confirmes un crack sur sur la tonne carbone. Sur la tonne carbone. Enfin, en particulier, dès le moment où à la fois on pense caper les prix de l'énergie et... Ça a été ça le déclencheur, c'est la révélation qu'ils allaient caper à 200 euros. Et certains se sont également rendus compte que le prix du charbon n'a jamais été aussi élevé. Ouais. Et donc, en fait, le prix du charbon ne peut pas être aussi élevé que ça si on anticipe un prix de la tonne carbone très très fort. Et donc, à un moment donné, on a eu... une réhomogénéisation du marché là-dessus, sur le fait que, à un moment donné, il va falloir avoir d'abord de la disponibilité de l'énergie et ensuite on va se préoccuper de l'intensité carbone. D'accord. Bon, voilà. Alors, il y a plein de portes d'entrée sur les sujets énergétiques, donc je ne sais pas ce qui vous intéresse. Il y a le deal franco-allemand quand même, qui est un des gros moments de la semaine, et le package à 65 milliards d'euros. Donc, il y a la fin des règles de marché européen. Alors, dans tout ce que j'ai lu, c'est pas dit nommément l'idée qu'on va arrêter le prix de la dernière centrale appelée. C'est pas dit nommément. Ils n'ont pas l'air de vouloir... Ils ont l'air de vouloir marquer une pause, mais de recommencer derrière. Ça veut dire que ça reste un marché efficient, efficace pour toi ? Le vrai problème, c'est qu'il faut être certain que ce qu'on va bloquer sur les prix ne va pas s'ajuster par les quantités. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le système était fait pour que on évite justement d'avoir un système qui tombe faute du dernier domino. Ouais. La question qui se pose aujourd'hui, c'est ok, tout le monde se dit c'est formidable, on va caper à 100, 200, 300... 200 euros le mégawattheure. 200 euros le mégawattheure. Sachant que si on est à 200 euros le mégawattheure et si on ajuste de façon corrélative les prix de... Sauf pour le gaz, attention, sauf pour les centrales à gaz. Ce que j'ai lu ce matin, c'est 200 euros le mégawattheure, sauf pour les centrales à gaz, parce que les gars, ils vont aller s'approvisionner au Qatar. Si le Qatar le vend au prix de marché, ça marchera pas. Si on garde à peu près le même prix du gaz... d'après une étude qu'a fait Goldman Sachs, qui n'est pas extraordinaire sur la partie prévision, mais sur la partie mécanismes économiques, qui sont quand même très très bons, ça nous donnerait à peu près 5% du PIB de l'Union européenne en termes de montants supplémentaires dépensés pour l'énergie, même avec ce cap. Et si on n'a pas ce cap, ils calculent ça à 18% du PIB de l'Union européenne en année pleine. Bon, ça t'explique pourquoi tu auras le cap. Déjà, tu peux dire que tu auras le cap. Ces chiffres-là. Juste pour donner un ordre de grandeur, pendant la pandémie, on a dépensé 9%, entre 9 et 10% du PIB de l'Union européenne. Donc ça ferait 2 fois ça. Voilà, ça ferait 2 fois ça. Donc effectivement, il faut agir. Voilà, il faut agir là-dessus. Le problème, c'est effectivement qu'il faut garantir la fluidité de l'approvisionnement. Mais c'est ça. Et là, c'était le mérite de la dernière centrale appelée. C'était sûr qu'il y avait un gars qui allait investir quand même pour le dernier mégawattheure dont tu as besoin pour éviter le blackout. Il y a ce sujet-là, et il y a un sujet qui est très très lié justement au prix de l'énergie, qui est mentionné dans le discours de Van der Leyen que peu de gens soulignent, qui est comment s'assurer que les acheteurs-vendeurs, les traders en électricité et en énergie ne tombent pas les uns après les autres, faute de garanties financières. La totalité des garanties financières qui sont demandées aujourd'hui, pas qui sont payées, qui sont demandées aujourd'hui, c'est 1500 milliards d'euros. Alors, c'est des garanties, oui, mais... Et là, tu sais qu'il y a un payeur en dernier ressort, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne. Oui, mais si on cumule tout ce qu'on est en train de dire, plus ce qu'on a dit sur la volonté de la Banque Centrale Européenne à un moment donné de dire « Moi, mon problème, je me retire de la politique. Mon problème, c'est la monnaie. Donc, je gère la monnaie, vous les politiques, vous gérez le reste. » Ils ne pourront pas le faire. Mais ça donne des tensions qui sont très fortes. C'est ça que je veux dire. Ça donne des tensions qui sont très fortes et qui doivent être... C'est un problème de... Là où j'insiste très lourdement, c'est un problème de liquidité. Le problème de liquidité, ça ne se règle pas comme un problème de solvabilité, comme un problème de c'est pas grave, on a un peu de temps. Non, mais ça se règle par des garanties exactement comme ça s'est réglé pour les banques en 2008. À partir du moment où ils ont sorti le bazooka des garanties, tu n'avais plus de problème de liquidité. À partir du moment où les banques centrales ont dit vous pouvez le faire et je garantis que ça va fonctionner.
Aujourd'hui, on n'a pas encore ça, et on a même un discours qui est complètement orthogonal. Tiens, rendons-lui hommage d'ailleurs, c'est le patron de BlackRock en France, il y a un petit moment, mais il y a peut-être un an, Jean-François Cirelli, le premier qui a utilisé ce terme de... C'est le premier qui a expliqué, en fait, parce qu'on ne comprenait pas bien pourquoi est-ce qu'il y avait un tel sujet, qui a expliqué effectivement ce problème de garantie que doivent apporter les courtiers à chaque fois qu'ils achètent du gaz, et quand ils achètent très très cher, ils doivent apporter beaucoup de collatéral en garantie, Exactement. et ils ne l'ont pas. Voilà. Exactement. Et donc si on veut que ça continue à fonctionner, Et donc on a un vrai il faut sujet, absolument effectivement financier garantir très, ce très collatéral. important. Ouais, tout à fait. Très important. Bien. Qu'est-ce qui t'intéresse dans tout... On peut aussi reparler de Jean-Bernard Lévy, EDF, tout ça. Tout ça m'intéresse beaucoup, moi. Je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, enfin en tout cas le point que doivent résoudre que doit résoudre le régulateur, c'est de s'assurer quand même qu'il y ait un signal prix pertinent au niveau du consommateur final. Autrement dit, il ne faut pas évidemment qu'ils se prennent en pleine 80% de hausse. x5 de hausse, parce que ça socialement c'est inacceptable. En revanche, en termes de limitation des quantités, ce qui est un point absolument nécessaire, il y a effectivement un besoin de sobriété, et comme l'a rappelé Quentin, le meilleur incitatif à la sobriété... Clément. Mais Quentin est un joli prénom aussi. Clément, Oui. pardon. Désolé Clément. Ni mes prénoms de baptême, ni moi. Pardon Clément. Donc désolé. mais, voilà. Et comme le rappelait donc Non, c'est Clément... chouette, Quentin. Voilà. T'as pas l'un de tes mômes qui s'appelle Quentin, non, par Pas du hasard tout. Non, bon, Pas voilà. du tout. Vas-y, Comme l'a pardon. rappelé Clément, le meilleur signal, ça reste le signal prix. Et donc effectivement, ça reste une bonne incitation. Et donc, toute la logique, c'est de réfléchir... Enfin, en tout cas, me semble... Non, mais c'est très intéressant, François, parce que tu as vu cet été que ce signal prix n'est pas soluble dans les équilibres politiques. Et donc, tu as donc Exactement. un ex-parti de gouvernement qui a dit et qui a mis l'ensemble du paquet pouvoir d'achat en risque sur l'idée qu'il fallait que l'essence coûte 1,50 € le litre. Yes. Et d'ailleurs, du coup, tu te retrouves avec une essence qui, en fait... Ah bah quand tu dis ça, je suis désolé, mais tu perds. Enfin, je sais pas si les prix Nobel signent, mais Ah non, tu non, les perds prix toute Nobel, c'est pas légitimité. ça, non. Tu perds toute légitimité quand prix tu Nobel, dis c'est un pas truc ça. pareil. Enfin, en tout cas, à Quand mon ça fait avis, 10 hein. ans que tu n'es plus au gouvernement et potentiellement 15, c'est vrai que tu n'es plutôt plus un parti de gouvernement. Quoi. Que tu soulignes, Pardon, François tu Xavier. soulignes les contradictions du politique qui sont assez bien illustrées dans le fait que pour calculer aujourd'hui le prix de l'essence, tu pars du prix, tu rajoutes la TICPE, tu rajoutes la TVA, tu rajoutes la taxe carbone et tu enlèves la décote. Ouais, c'est excellent. Qui montre quand même que dans la construction du prix, il y a quand même quelques injonctions contradictoires qui ne sont Tout pas à très fait. bien assumées. Tout à fait. Et les 30 centimes, en l'état actuel des choses, de décote sont quand même assez surprenants d'un point de vue écologique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et concurrentiel? Et concurrentiel. Parce que c'est juste Total Énergie. Hein. Non, vraiment. Mais pas d'un point de vue politique. Mais pas d'un point de vue politique. Non, mais le point que je dis, effectivement, si tu veux, effectivement, mais tu soulèves un très bon sujet, qui est que si tu veux laisser le signal prix évoluer, et c'était également ce que rappelait Clément, il faut aussi redistribuer ce que tu récupères, en tout cas soutenir la consommation des ménages, non pas par un chèque énergie, parce que précisément tu veux qu'ils ne le dépensent pas en énergie, mais par un chèque tout court. Et c'est toute la logique d'une taxe carbone redistribuée, mais qui s'applique également dans ce cas-là, de dire finalement si je taxe d'un côté en carbone, je redistribue l'intégralité sous forme d'un chèque flat par tête de pipe par exemple, et du coup tu peux à pouvoir d'achat global constant avoir un mécanisme qui est à la fois redistributif et qui taxe. C'est le même mécanisme qui, en tout cas c'est pas un problème de taxe aujourd'hui puisque c'est un problème de coût et encore surtout de coût marginal du gaz. Non, mais attends, n'ouvre pas de tiroir, parce que ça c'est super important, et puis tu le dis régulièrement, et je trouve ça très intéressant. Donc, tu laisses filer le prix de l'essence, tu récupères une partie des taxes, oui, et tu le reverses aux ménages qui sont les moins favorisés, mais, et tu insistes beaucoup là-dessus, tu leur donnes le pognon, point à la ligne, ils en font ce qu'ils veulent. Oui. Voilà. Oui. Si c'est un chèque énergie, tu as parfaitement raison, tu les incites à consommer de l'énergie. Si tu leur donnes un chèque dont ils font ce qu'ils veulent, tu les incites à en consommer moins parce que ça coûte très cher. Exactement. Et je pense que c'est autour de ça. En fait, c'est intéressant. Et c'est C'est ce pour ça qu'il faut mécanisme. avoir confiance dans le politique. Mais c'est ce mécanisme-là que rappelait Clément, et c'est ce mécanisme-là qui est difficile à faire passer. Oui. Et donc je trouve que. Mais alors, d'ailleurs, mais je ne comprends pas. Ce qu'ils nous ont expliqué quand même pendant tout l'été, c'est qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Après, j'ai entendu, je dois te dire que je ne sais pas, j'ai entendu des gars assez cortiqués dire, mais enfin, bon Dieu, et ça me semblait assez intéressant, avec la retenue à la source aujourd'hui, on a quand même une idée très très claire. Bercy a une idée très très claire, la direction du Trésor, de l'ensemble des revenus de l'ensemble des foyers français. Ouais. Ouais, ils le font un petit peu à travers la CAF, puisque en fait c'est un chèque, on fait ce qu'on veut, hein, à travers les caisses d'allocation familiale. Un certain nombre de foyers reçoivent, mi-septembre, 100 € plus 50 €. Oui. Ce qui est une forme sous condition de ressources. Voilà, détournée de dire, pour ceux qui perçoivent les APL ou autres, chèque. Non, les APL ne sont pas sous condition de ressources, elles. Enfin, sous condition de ressources des enfants, mais pas des parents. Enfin, bon, bref. En tout cas, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas capables de le faire. En tout cas, tu n'y crois pas, toi ?
Non, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. T'as aujourd'hui une difficulté de pédagogie. Parce qu'effectivement, il y a une opposition de principe à la taxe carbone, parce qu'il y a eu deux expériences particulièrement malheureuses entre les bonnets rouges et les gilets jaunes qui ont abouti à un désastre politique dans les deux cas. Alors qu'effectivement, c'est le bon instrument, mais c'est le bon instrument à partir du moment où tu le redistribues intégralement. Ouais, on est Et d'accord. je trouve qu'on a potentiellement, en tout cas, il faudrait prendre... Alors, autre point, attends, je précise, autre point que j'ai lu aussi assez récemment, tu as un problème à ce moment-là d'affectation. Visiblement, tu n'as pas le droit, légalement, constitutionnellement, tout ce que tu veux et D'affecter les tout, ressources. d'affecter, voilà, d'affecter directement. Je ne comprends pas non plus cette histoire. il me semble. Ça fait partie de la loi générale sur les finances publiques. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui. Mais ça, tu peux... Juste un Mais ça se change, ça, quand Non, même. mais non, parce qu'après, jusqu'où tu vas Bah, jusqu'où tu vas jusque-là. C'est assez simple. Tu prends le pognon des énergies fossiles et tu le redistribues. Ben, alors c'est que pour les énergies fossiles. Oui. Donc c'est que pour le développement durable. Mais c'est pas par exemple quand tu fais par exemple une taxe sur je sais pas sur le tabac, ça doit forcément aller à la Non, santé. on parle de taxe carbone, là. Oui, mais Et attention. si tu ouvres ce que je veux dire c'est que si tu ouvres ce chemin-là, si tu ouvres le chemin de l'affectation, tu l'ouvres potentiellement pour tout. Et c'est ça le sujet. Ouais, mais t'es sûr de toi, là? Ah oui, je suis sûr de moi, ouais. Ouais, Je suis sûr t'as de l'air moi. sûr de toi. Politiquement, je suis sûr de moi. Ouais. Et la deuxième chose, Non, mais c'est comme ce qu'on disait hier, alors, tu peux pas taxer les super profits Non, de mais Stéphane. CMA, CGM parce que tu ouvres la boîte de Pandore. Bah non, t'as Non, des mecs non, qui mais- gagnent 14 milliards imposés à 2,5%. Effectivement, tu te dis, merde. ça c'est effectivement très différent. Mais le point qu'on a, aujourd'hui, c'est un point que je qualifie moi d'économie politique. En économie politique, pas en économie, mais en économie politique, je pèse mes mots. Dans les années à venir, nous ne remonterons jamais par une taxe les prix de l'essence. Je vais le redire. Nous ne remonterons jamais par une taxe les prix de l'essence. Ça n'arrivera jamais. Parce que le régime, il faut avoir la mémoire très courte pour oublier dans quel état d'esprit on était au cœur des Gilets jaunes et de l'Arc de Triomphe Oui, mis à mal. Hein. Donc jamais les gens qui ont vécu ça, jamais ils ne referont la même chose qui a déclenché ce phénomène-là. Jamais. Dans les 5 ans qui viennent, il n'y aura jamais de taxe dont le but soit de relever le prix de l'essence. Jamais. Donc il faudra se débrouiller autrement. Oui, et je crois d'ailleurs que le prix à la pompe est un signal beaucoup plus important que le chèque a Bien posteriori. Alors, malheureusement. même un pouvoir d'achat Ben oui. équivalent, Exactement. je pense qu'ils ont. Voilà, le signal, c'est vraiment le prix à la pompe. Donc, ce qui confirme quand même qu'on n'est pas au mieux. Non, mais Je referme ma parenthèse par rapport à notre discussion de tout à l'heure. Là où je suis d'accord avec Wilfried, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas politiquement monter le prix à la pompe. Ce que tu peux faire en revanche, c'est faire une taxe carbone généralisée. Et en fait, le carburant est extrêmement taxé en France. En fait, si tu considères la TICPE comme une taxe carbone, ça veut dire que tu taxes en gros le carbone émis par ton essence à l'équivalent de 300 € la tonne, ce qui est considérable. C'est beaucoup plus cher que le prix d'abattement du carbone. En fait, la fiscalité environnementale est très concentrée sur les carburants, et ça, c'est pas normal. Donc, on peut parfaitement imaginer, en tout cas, si je devais pousser une fiscalité environnementale qui est vraiment le sujet qui permet d'accélérer la transition énergétique notamment, c'est d'harmoniser une taxe carbone, qui veut dire que tu peux effectivement maintenir un prix du carburant, par exemple, parce que tu compenses en baissant la TCPE une hausse de la taxe carbone, mais qui a une assiette beaucoup plus large, qui fait que tu taxes les émissions de d'autres sources d'émissions de carbone. Bon. Et toujours dans cette logique de redistribution directe de... Essaye de sauver ton truc, hein, c'est bien, Non, mais c'est pas de sauver. Non, je pense que Wilfried nous l'a un peu vitrifié quand même. Sans compter le bonus-malus qui va jusqu'à 50 000 € de Ou alors plus. t'es en dépression le prix. Un mot parce que effectivement, juste rappeler petites annonces sur les aides aux entreprises là, parce que ça va dans ton sens, Clément, d'une idée que la Banque centrale européenne va pas pouvoir rester très très longtemps l'arme au pied. Donc toute entreprise qui perd de l'argent, même sur un mois, toute entreprise, il a dit, à cause de la hausse des prix du gaz et de l'électricité, sera compensée financièrement. Toute entreprise, a dit Bruno Le Maire. Sans Voilà. être un expert des bilans comptables, ça va être difficile. Comment on prouve ça? Copie Christine.la. Comment on prouve ça? Alors si c'est je sais plus, mais je crois que c'est en gros ton chiffre d'affaires, ta marge. T'envoies ton chiffre d'affaires, ta marge. Si ça se casse la figure, il compense. Comment on voit que c'est lié au prix de l'énergie? On laisse la lumière allumée plus longtemps. Non, mais t'es obligé de comparer ton prix N-1 par rapport à ton prix, j'imagine. Ouais. Sur 2 années. Ouais. Tu peux mesurer
un impact, effectivement, tu On pourrais s'amuser mesurer à un la impact. DGFiP quand même. Soit tu fais un truc. Non, simple, ou alors, non, profondément mais c'est ce que injuste. disait Clément. C'est du quoi qu'il en coûte qui continue. Ils vont pas s'amuser, ils vont faire. Ça y est, c'est. Mais évidemment, évidemment. Et puis le maire maintenant, il tape du poing sur la table, tout le monde écoute parce que lui. Il sera peut-être encore là dans 5 ans, tu vois. Donc, non, c'est. Et juste le rappel de ce chiffre qu'on donnait hier, mais qui, moi, m'a quand même beaucoup impressionné, c'est que les dépenses publiques ne bougent pas. On reste sur 260 milliards d'euros de dépenses publiques sur les 7 premiers mois de l'année, exactement comme l'année dernière. Donc. Grande stabilité. Grande stabilité. Grande stabilité, voilà. Hommage à nos gouvernants. Hommage à nos Grande gouvernants stabilité. qui maintiennent la stabilité des Exactement. dépenses Maintient publiques. le cap. C'était, en 2019, c'était 207 milliards d'euros. Je reviens un peu sur l'énergie parce qu'il faut quand même garder en tête que la hausse du prix de l'énergie qui est très spectaculaire, elle est liée à une toute petite partie de l'énergie en réalité. Oui, on est d'accord. Ben oui, c'est tout le C'est-à-dire- mécanisme de marché, mais bien sûr. Absolument, c'est le mécanisme de marché du prix De la marginal. dernière Et donc- centrale et appelée. donc ça veut dire que si tu, effectivement, et c'est un peu ce que j'ai l'impression, l'orientation qu'il y a, c'est que si tu dis toute entre guillemets, le profit excessif, pour le coup, on revient sur les profits, les surprofits qui est fait par le parc de base nucléaire renouvelable, que tu récupères par un mécanisme d'imposition de machin, etc., et que tu réutilises pour compenser effectivement des gens qui ont payé un prix moyen plus élevé, d'un point de vue d'équation économique, tu peux concevoir un truc qui est à peu près équilibré, puisque ton inflation, elle est surtout liée à un point très marginal, On est qui est d'accord. le gaz. On est d'accord. Donc il y a quand même probablement moyen autour de ça d'aller chercher des choses à peu près intelligentes. J'aimerais bien quand même voir le modèle Excel qu'il y a derrière. Ça doit être quelque chose. Tu veux dire la Voilà, compensation Là, c'est le niveau expert. Hein. De toute façon, dans le pricing de l'énergie, Oh la les modèles Excel, ils sont poilus. Hein, donc, y a pas de doute. Il doit y avoir quelque chose. Là, il y a du très très lourd. Là. formule, Ah ouais. les coches, ça va. Et des onglets dans tous les sens. Des onglets dans tous les sens. Tiens, parce que le petit mot, alors on va pas reparler des super profits, à moins que vous vouliez, mais j'arrive pas à savoir quoi penser de ça. Autant pour CMA, CGM, c'est assez simple. On rappelle, 14 milliards d'euros sur 6 mois, taxé à 2,5%, avec en plus, m'a rappelé Jean-Charles Simon hier, des ententes au sein de la filière, de l'ensemble de la filière du transport maritime. Voilà, des ententes autorisées. Voilà, tu as le droit de faire un cartel. Oui, non, c'est- Tu es imposé à 2,5%. Tu te fais 14 milliards, Armateur, peut-être c'est un autre monde. Oui. c'est un autre monde. Mais frénésie de rachat d'actions. Oui. Les grandes entreprises européennes se sont massivement tournées vers les rachats d'actions. Et ils ont triplé en un an pour atteindre 70 milliards d'euros au premier semestre en Europe et 15 milliards en France. Bah, C'est le signe de quoi, ça? alors, c'est déjà le signe que ça veut dire que vous voulez redistribuer de l'argent directement aux actionnaires, vous redistribuez votre trésorerie en fait, en faisant monter le prix des actions. Donc ça veut dire que vous ne savez pas quoi en faire d'autre qui vous paraissent pertinents pour développer votre business ou pour développer la rentabilité. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de projet, de développement, quel qu'il soit, ou un risque trop important à matérialiser ces projets-là. Le deuxième élément, c'est que si on choisit cette voie-là par rapport à la voie beaucoup plus classique du dividende, Mais c'est ce que j'allais te dire. bah, ça se voit beaucoup moins quand même dans Voilà, l'opinion publique. c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit Total, LVMH a distribué tant de dividendes, oulala, ils ont distribué des dividendes. Quand on dit ils ont racheté fait des pour 100 milliards ou 200 milliards d'actions, mais ça passe totalement sous le radar. Donc c'est beaucoup plus... Et fiscalement, pour certains actionnaires, c'est beaucoup plus pertinent, parce que ça ne déclenche pas des compteurs fiscaux, en fait, de racheter des actions plutôt que de distribuer des dividendes. Ça va. Avec peut-être aussi un effet lié à l'inflation, c'est-à-dire le cash brûle un peu les doigts. Si tu as beaucoup de cash en ce moment, il faut en faire quelque chose assez vite, sinon il se déprécie. Donc si tu... Bah, Une fois que tu as fait du stock, une fois que tu as Ah bah- soutenu tes fournisseurs, parce que beaucoup d'entreprises, ça je l'ai encore entendu donc dans les coups de téléphone que je le passe en ce niveau de moment, cash le aujourd'hui- soutien aux fournisseurs reste très très important pour les grandes Je entreprises. pense quand même que le niveau de cash aujourd'hui que les entreprises visent est largement supérieur à ce qu'il était en 2019. Mais comme elles en ont beaucoup accumulé, il y a effectivement un petit peu de marge probablement. Rien à rajouter. Rien à rajouter, hein, c'est... parfait comme analyse, comme d'habitude. voilà, on est d'accord, Clément, pareil. Non, j'allais dire, pour faire le lien avec un autre sujet que tu as énoncé, la frénésie de rachat d'actions sera aussi la nationalisation d'EDF, d'une certaine manière. Et alors, ça va nous coûter cher quand même cette histoire. Enfin, on regarde. À titre personnel, je ne vois pas trop la différence entre détenir à 88%. Mais et je détenir à suis d'accord avec toi, 100%. je ne comprends pas. D'ailleurs, on voit bien que quand le patron d'EDF ne paye plus à l'Élysée, le chef de l'État nomme aux emplois civils. et Non, il y a une militaires. grosse différence. Au revoir, merci. Il y a une grosse différence Mais qui est voilà, légale, on voit c'est-à-dire... Ouais, il y a une grosse différence. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes par exemple aux finances d'EDF,
vous devez à chaque fois d'avoir le même niveau d'information et la même instantanéité à l'ensemble de vos porteurs d'actions. Vous ne pouvez pas privilégier. Vous êtes juridiquement responsable si vous privilégiez un de vos actionnaires par rapport aux actionnaires minoritaires. Donc il faut que tous les actionnaires soient au courant en même temps des décisions stratégiques. Donc l'État veut être un peu tranquille. Exactement. Et donc pouvoir effectivement faire son rôle de tutelle, bonne chance d'ailleurs à la prochaine direction, hein, mais faire tranquillement son rôle de tutelle sans avoir la transparence des marchés qui dit non mais ça vous ne l'avez pas dit avant, et il faut que vous traitiez tous les actionnaires, l'État comme le petit porteur du fin fond de l'Arizona, de la même façon. D'accord. Donc voilà, c'est ça le vrai sujet, je pense. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant sur l'interaction ou les défaillances qu'il peut y avoir entre le politique et l'industriel, puisque finalement, Emmanuel Macron, dans son discours, a été assez sec et assez cassant avec Jean-Bernard Lévy, sans le citer. C'est le moins qu'on puisse dire, sec et cassant. Il a été insultant. Et en même temps... irresponsable, je rappelle. J'ai parlé que de ça toute la semaine. J'ai parlé que de ça toute la semaine, donc je vais me calmer parce que les gens qui nous écoutent régulièrement vont être saoulés, mais je m'en remets pas de cette histoire. Irresponsable, Jean-Bernard Lévy, irresponsable. Inacceptable et irresponsable. En même temps, je pense que dans la vision qu'il doit avoir, c'est-à-dire que je pense qu'il le considère un peu comme un haut fonctionnaire qui est là pour tout sauf dire son avis et faire ce que l'on lui demande un peu plus haut que lui. Il ne faut pas oublier justement que Jean-Bernard Lévy, la direction du PDG d'EDF, a attaqué l'État en justice. Et donc là, il y a un côté... Il s'est longtemps posé la question de le faire ou de ne pas le faire, et il l'a fait à partir du moment où allez, c'est bon, qu'il allait tout se faire. Et puis, la structure du capital fait... Grosse pression, attends, je dis juste parce qu'il se trouve que j'ai pas mal d'infos là-dessus, grosse pression sociale en interne pour qu'il le fasse. Voilà, et puis la pression à la fois de tous les parties prenantes. Voilà, tous les parties prenantes faisait qu'il n'avait pas le choix. Donc là, il y a un côté, effectivement, la soupape qui explose un peu de tous les côtés. Là. Oui, enfin, juste un mot, si vous n'avez pas suivi ça, effectivement, alors je ne sais pas quelle est l'instance légale utilisée pour le recours, je ne sais plus, mais effectivement, EDF attaque l'État pour... les dernières évolutions de la reine et le fait qu'ils aient été obligés de donner, alors c'est combien que... Je ne sais plus quels sont les chiffres exacts. Enfin bon, bref, ça a coûté 10 milliards d'euros d'EBITDA à EDF. Les dernières décisions en urgence de Jean-Bernard Lévy. Je poserai la question d'ailleurs. Lundi, on sera avec deux anciennes, importantes chefs d'entreprise qui vont venir débattre avec nous régulièrement. Françoise Gris et puis Mecca Brunel qui dirige Gessina. C'est une question qui m'intéresse moi aussi, Clément. C'est-à-dire, est-ce qu'à ce niveau de défiance, un chef d'entreprise ne doit pas démissionner, ne doit pas rendre son mandat en disant non, c'est pas possible? De toute façon, Jean-Bernard Lévy... Non, mais avant, c'est-à-dire au moment de la reine, si tu veux, au moment où on lui dit tu vas lâcher 10 milliards d'euros d'EBITDA d'EDF et tu te tais, c'est l'objet social de l'entreprise. Enfin bon, bref. Je pense que ça a été probablement le moment où en fait la décision de le remplacer a été prise et c'était pas une démission, mais c'était quelque chose de plus soft et de moins vocal. Mais ça a été fait, je suis impressionné que Bruno Le Maire, dans une interview un petit peu avant, a été également assez sec vis-à-vis de Jean-Bernard Lévy. Il n'y avait pas qu'Emmanuel Macron. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Emmanuel Macron, dans son discours, accuse EDF de ne pas avoir fait le nécessaire pour que la maintenance soit correcte et pas avoir vu que la corrosion arrivait. Et l'autre quand même point qui, moi, je trouve est assez intéressant. Enfin, t'es con, t'as pas vu que le camion était en train de griller le feu rouge? C'est enfin. Non, c'est ta faute. L'autre point intéressant, c'est quand même que dans le discours de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, c'est on va nommer un nouveau président d'EDF qui va rouvrir les réacteurs qui sont fermés. Sous-entendu, il faudra qu'ils se dépêchent un peu plus, mais enfin, c'est quand même pas eux qui sont responsables de la fermeture, c'est une autorité qui est quand même a priori indépendante. Et pas a priori, pas a priori, Clément, qui est indépendante. Qui est indépendante, oui, non, mais bien sûr. Totalement indépendante. Et je veux dire, c'est quand même... Je trouvais un tout petit peu curieux de la manière dont ça avait été formulé. Il aura, comme Bruno Le Maire, comme Emmanuel Macron, il aura pour but d'ouvrir rapidement les réacteurs qui sont fermés. C'est pénible ces autorités indépendantes quand même. Donc, on termine avec, comme hier d'ailleurs, je l'oublie, le Conseil national, puisque c'est aujourd'hui. De la refondation. C'est aujourd'hui. Oui. CNR. J'ai lu dans le Figaro ce matin... comme quoi Macron doit aller très très mal quand même pour que le Figaro vole à son secours. Mais j'ai lu un éditorial dans le Figaro ce matin qui essayait de défendre le CNR. Clément, je vois que tu approuves. Alors, moi, on avait fait une émission là-dessus avec... j'ai oublié son nom. Il a un nom grec. Léonidas Kalogeropoulos. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'étais assez d'accord avec lui. Je dis finalement...
Bon, c'est pas peut-être l'idée du siècle, mais en tout cas, il faut que les chefs d'entreprise, que tous les acteurs C'est vrai, c'est vrai. aient un certain poids et puissent défendre leurs idées, les entrepreneurs, etc. Et ça peut être, à mon avis, un endroit intéressant où tout le monde est réuni, parce que je rappelle quand même que les assemblées, tout le monde n'est pas réuni en même temps, au même moment. Et que bon, même s'il y a des commissions avec des débats, à vrai dire, c'est pas un moment où tout le monde est rassemblé systématiquement en même temps. De ce point de vue-là, moi je trouve ça un peu voilà, assez intéressant. Donc tu regrettes que un certain nombre de syndicats le boycottent, que Gérard Larcher, l'opposition le boycotte, etc. Je rappelle que Emmanuel Macron a dit tout à l'heure, juste avant de venir, je regardais ça, que c'était quand même quasiment tout le monde était là, 2 des 3 présidents des assemblées, etc. Donc voilà, tous ceux dont on veut, ils sont là. Il a quand même une petite masse critique quand même, c'est-à-dire qu'il a quand même notamment les collectivités locales. Ouais, il a la CFDT. Il a la CFDT, il a des syndicats, donc en fait il a suffisamment de variété pour commencer à construire un truc, en plus avec des gens plutôt bienveillants. C'est-à-dire que le fait que tout le monde ne soit pas venu fait qu'il a plutôt une assemblée assez bienveillante. Donc s'il joue assez habilement sur tiens c'est sympa, on a été écouté, on a pu émettre, etc., qu'il agrège encore 2 ou 3 retardataires qui vont venir parce qu'ils voudront être sur la photo, il peut faire un truc intéressant. Moi je l'orienterai beaucoup sur la simplification administrative et la décentralisation. Parce que ça, je pense qu'il peut vraiment avoir un consensus autour de faciliter la vie des gens et des entreprises. Il peut avoir un vrai impact. Et s'il arrive à l'orienter autour de l'autonomie des établissements, des universités, des collectivités, etc., je pense qu'il peut avoir un truc. Stéphane, moi, j'ai du mal à croire à ça. Non, Non, je trouve que CNR. Non, ça m'intéresse. Non, J'y crois plus qu'au lien entre le PIB et le carbone. C'est pas dur non plus. c'est pas très dur non plus. L'important, Non, mais c'est tu le bon vois, benchmark. le truc est tellement parti dans une perception que ça T'as va raison. marcher qu'en fait, il Intéressant. n'est pas à l'abri d'un coup de peau et d'une bonne nouvelle en fait. Donc à suivre. Moi, je le condamne pas Super. au zéro. On verra. Merci les amis. Et donc demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi.